Bon, aujourd'hui, Jacques va nous reparler des changements importants qu'il y a eu dans l'immobilier ici aux États-Unis, parce qu'on a eu des messages que les gens trouvaient ça un petit peu compliqué, puis moi aussi d'ailleurs. Alors, Jacques, est-ce que tu pourrais être un petit peu plus, donner des exemples un peu plus faciles pour qu'on comprenne? Ben oui, Daniel, on va essayer de faire ça plus simple aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, on nous a demandé effectivement de revenir sur ces nouveaux changements qui s'appliquent partout aux États-Unis dans l'immobilier. Alors, je n'irai pas dans les raisons juridiques de ça là, pour pas qu'on s'en fasse. Je vais essayer plutôt de vous donner des exemples, un ou deux exemples pratiques, là, comment ça peut affecter le day-to-day dans l'immobilier aux États-Unis. Alors, tout ça découle d'un recours collectif lequel le recours prétendait que les taux de commission étaient fixés par les systèmes MLS et par l'Association nationale des agents immobiliers. Alors, je vous donne un exemple. Auparavant, avant le 17 août 2024, date à laquelle ces règles s'appliquent, supposons que j'ai M. Tremblay qui va acheter une propriété, puis qui me contacte parce qu'il a vu quelque chose de son côté, puis il connaît l'endroit et tout ça. Alors, moi, je regarde sur le MLS, je sors le listing en question. Et sur le listing en question, il y a une partie qui concerne seulement les courtiers immobiliers, dans laquelle il y a des choses qui sont plutôt des fois confidentielles, exemple des systèmes d'alarme ou différentes choses comme ça qui ne sont pas publiques. Alors, et dans cette partie-là du listing, on voit aussi quel est le partage de commission que l'agent inscripteur et le vendeur offrent au courtier qui représente l'acheteur. Maintenant, depuis le 17 août, on ne peut plus afficher ce partage de commission-là sur les systèmes MLS, ni sur aucun site qui est lié au système MLS, là, qui s'en inclut les Zillow, les Realtor.com, etc., etc. Alors, la conséquence de ça, c'est quand on va visiter avec un client acheteur, on ne sait pas c'est quoi la paye qu'on va avoir, on peut avoir zéro. C'est un inconnu. Alors, on peut le savoir si on appelle l'agent, lequel va nous dire c'est quoi exactement le partage qui est offert. Et ça peut arriver qu'il n'y en ait pas du tout. C'est-à-dire que l'agent qui a inscrit la propriété a prévu une partie de commission ou d'honoraires seulement pour la partie listing et non pour la partie vendeur, acheteur plutôt, en essayant d'avoir un listing prétendant qu'on aurait plus de chances avec un 2 de listing payable par le vendeur, puis laisser laisser l'acheteur payer son agent. Alors, la conséquence aussi de ça, c'est que là, moi, si je vais voir une propriété avec M. Tremblay, je suis obligé maintenant, pour n'importe quelle raison, n'importe quelle propriété qu'on va voir avec un client acheteur, de lui faire signer une entente qu'on appelle en anglais Buyer's Agreement ou entente avec l'acheteur, dans laquelle on spécifie, ça peut être pour un certain temps, ça peut être pour une propriété spécifique, ça peut être pour une recherche plus longue, un taux de commission auquel on est habitué de travailler. Et si le vendeur ne nous paie pas ce pourcentage-là, bien, l'acheteur devra nous le payer. Alors, ça complique beaucoup les choses, surtout du côté acheteur. Si les agents qui prennent des listings les prenaient normalement comme d'habitude, ça serait plus facile, même si on ne sait pas c'est quoi au départ, on appelle, puis là, il nous dit, puis on fait une transaction comme auparavant. Mais là, dans la négociation qui va s'en suivre, moi, si j'ai un agent qui me dit que le vendeur n'a prévu aucune commission pour moi, bien, c'est sûr, si je présente une offre d'achat, je vais demander que mon acheteur soit crédité au closing pour l'équivalent de la commission qu'il me paye pour ramener les choses comme il était auparavant. Mais ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Puis ça ne marchera pas tout le temps. Alors, ça peut arriver que dans la négociation, le client qui a le courtier qui a le vendeur offre 1 par exemple. Puis si nous, on travaille à 2,5 normalement, ce qui est à peu près la norme qu'on voyait tout le temps auparavant, bien, ça veut dire que le client acheteur devra payer la différence, c'est-à-dire 1,5 ou le montant qui est prévu dans l'entente qu'on aura signé auparavant. Alors, j'espère que ça clarifie un petit peu plus là, la situation. Je sais que même nous, les agents, on est en train d'essayer de jongler là-dedans pour savoir exactement comment fonctionner. Moi et Daniel, dans notre maison de courtage, on a décidé de prendre les listings exactement comme auparavant. Parce qu'on ne veut pas qu'un agent, si on prend un listing qu'on ne prévoit pas de commission pour l'agent du client acheteur, bien, qu'ils ne viennent pas visiter notre propriété, parce que le but, c'est toujours de vendre la propriété. Alors, si on va offrir les mêmes taux de commission qu'on offrait avant, le même partage entre
nous et le courtier qui représente l'acheteur, en sachant que ça va fonctionner comme auparavant, puis que les gens sont habitués à ça. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant avec M. Tremblay, qui va venir acheter un condo. Et si vous avez d'autres questions, bien, gênez-vous pas à nous le faire savoir, puis on va essayer de vous répondre dans les meilleures de nos connaissances. Mais ayez à l'esprit que, dans le fond, l'acheteur a toujours payé la commission, était noyé dans le prix de vente. Mais là, ça complique un peu plus le système. Alors, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et à la prochaine.